Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre partout où vous vous trouvez à travers le monde. Au Canada, aux États-Unis d'Amérique, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Israël, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Congo-Kinshasa. Nous vous disons bonjour et merci d'avoir choisi de nous suivre. Vous êtes à l'écoute de l'émission spéciale Diaspora de Congo Vision. À la présentation, votre humble serviteur Sylvestre Ngoma. Cette belle guitare que vous suivez est de Siko Mawatu qui réside à Washington aux États-Unis d'Amérique. Quelle belle œuvre musicale. La guitare est de Siko Mawatu, donc la composition aussi est de Siko Mawatu. La chanson s'intitule Femme africaine. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler du premier président du Congo, Joseph Kasavubu. Comme vous le savez, ça fait 40 ans que Joseph Kasavubu nous a quittés. Pour rappel, le président Kasavubu a été élu premier président de la République du Congo le 24 juin 1960. Il dirigea les Congos et fut déposé le 24 novembre 1965 par un coup d'État militaire. Le 24 mars 1969, le président Kasavubu est décédé à Boma en résidence surveillée. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous faire redécouvrir ces grands hommes politiques, ces grands chefs d'État, cet homme qui est finalement devenu une référence pour la jeunesse, qui fut Joseph Kasavubu. Nous allons commencer par quelques notes biographiques, mais en attendant, savourez cette belle chanson. Comme nous vous le disions, nous allons vous faire redécouvrir le premier président du Congo dans un document qui s'intitule Kasavubu, père de l'indépendance du Congo, un document produit sous la direction de Marie-Rose Kasavubu Kiatazabu, fille du premier président du Congo, Joseph Kasavubu. Alors, on y va. On commence par vous parler de sa biographie. Qui était le président Joseph Kasavubu?
président Joseph Kasavubu est né en 1917 au village de Dizi au Mayombe. En 1925, il fut inscrit au catéchuménat de la mission de Kizu à 6 km de Tchela. Cette mission avait été fondée en 1906 par l'ordre catholique et missionnaire des Scots. Il fut baptisé le 31 janvier 1925, fit sa première communion le 1er février et reçut la confirmation le 10 juillet de la même année. Kasavubu passa l'année suivante dans son village, ne retournant à Kizu qu'une fois par mois, où il avait l'obligation de communier. Il vint loger à la mission en 1927 pour y suivre son école primaire sous la férule de premier moniteur noir formé par les pères. L'éducation que lui avait donnée sa famille, plus particulièrement son frère aîné Michel Sambou, s'avéra excellente et les pères l'inscrivirent immédiatement pour la classe de 3e année. Alors imaginez cela, il commence ses études primaires en 3e année. On nota sa réserve, nous dit-on, son intelligence ainsi qu'une pointe d'indépendance. Le directeur de l'école avait à sélectionner pour le recrutement de vocations à la prêtrise les meilleurs et les plus intelligents de ses élèves. Quand le jeune garçon eut terminé sa 4e, on l'envoya continuer ses études au petit séminaire de Mbatakela, à une 50aine de kilomètres de Tchela. Il devait y demeurer 8 ans, de 1929 à 1937. Ces années d'études débutaient par la 7e et la 8e préparatoire, qui consistait en fait en une continuation des études primaires devant permettre aux élèves de rattraper leur retard en français. Il suivait donc un programme d'humanité latine comprenant l'enseignement de la religion, du latin, du français, des mathématiques, de l'histoire, de la géographie, auxquelles s'ajoutaient quelques notions de sciences. On convient que ce n'était pas maigre comme programme, bien que, avec les standards d'aujourd'hui, on dirait peut-être que c'était assez maigre, mais c'était de très loin ce qui se faisait de mieux au Congo. Joseph Kasavubu était un élève brillant, doué pour la religion et surtout pour les mathématiques. Il excellait aux travaux d'analyse et de synthèse. Ses compagnons au petit séminaire se souviennent de lui comme d'un garçon d'une grande réserve, calme, tranquille, mais l'esprit jamais en repos, interrogeant toujours, demandant le pourquoi et la raison des choses. Pourquoi ceci, pourquoi cela, comment a-t-on trouvé cela? D'une prudence extrême, il ne répondait aux questions de ses maîtres que sûr de sa réponse. S'il ne connaissait pas de réponse, la bonne réponse, il ne parlait presque pas. Les professeurs avaient beau faire et les traiter d'entêté, ils n'obtenaient de lui qu'une réponse juste ou le silence. En tant qu'enseignant, devant une telle situation, j'aurais difficile à travailler avec un tel élève. De 1936 donc à 1939, il étudie la philosophie au grand séminaire de Kabwe au Kasaï. Le programme d'études de ces séminaires dédiés au Christ roi s'échelonnait sur 8 ans, 3 ans de philosophie, après lesquels on prend la soutane, 5 ans de théologie avant d'être ordonné prêtre. Parlons un peu de ces années de philosophie.
les années de philosophie de Kasavubu au grand séminaire de Kabwe dans le Kasaï. En 1939, le jeune séminariste est du groupe de ceux qui ont terminé leurs 3 années de philosophie. Contre toute attente, les autorités religieuses du grand séminaire, sur injonction du monseigneur Van den Hoven, signifièrent à Kasavubu qu'il était préférable qu'il aille travailler dans le monde, entre guillemets. Pour ces derniers qui avaient la volonté d'être prêtres, la consternation était grande, comme on peut l'imaginer. Qu'avait-on à reprocher au jeune Kasavubu? Son intelligence était brillante et sa conduite irréprochable. Par excès de scrupules, n'avait-on pas brisé là une vocation? Oui, mais on avait aussi donné la possibilité au Congo d'accéder plus rapidement et plus dignement peut-être à l'indépendance, non? L'adage a quelque chose malheureusement et ici 1000 fois vérifié. Nous devons cependant convenir qu'un élément plaidait contre lui. Il s'agit d'une disposition de son esprit qui consistait à refuser de s'incliner devant ce qu'il ne comprenait pas parfaitement. Ceci l'amenait naturellement à interroger toujours, à critiquer parfois et même à proposer des réformes. Bien entendu, il n'y avait dans son attitude rien d'insoumis, encore moins d'irrespectueux, rien qui ne s'exprimât suivant les formes, mais il y avait tout de même un côté de son esprit qui demeurait rebelle à tout enseignement des missionnaires et encore plus sans doute à toute attitude vécue de leur part qu'ils ne voulaient justifier qu'en ayant recours à l'argument d'autorité. D'où un conflit qui était devenu perceptible, notamment au cours d'un entretien que le jeune homme avait eu avec le père Auguste Séverin, son directeur spirituel. Joseph Kasavubu avait poussé la franchise jusqu'à souligner la discordance entre l'attitude de certains missionnaires et l'enseignement évangélique. Les autorités religieuses ont, semble-t-il, estimé qu'une telle disposition d'esprit, qui pouvait être profitable dans d'autres circonstances, soit justement de celles qui peuvent, pour l'accession à la prêtrise, constituer un empêchement prohibitif. En 1940, Joseph Kasavubu termine à Kangou des études de moniteur. Il devient titulaire de la classe de 6e. Jusqu'alors, cette classe avait été confiée aux frères des écoles chrétiennes. Ceux-ci ayant décidé de quitter Kangou à cause, semble-t-il, d'une divergence née entre eux et les scotistes sur des questions de salaire et de programmes, Kasavubu fut donc le premier Africain à tenir la classe de 6e à l'école normale de Kangou. La première initiative qu'il prend est de donner la totalité de ses cours en français, ce qui fit sensation comme on peut l'imaginer. Les élèves ont quelque mal à s'adapter à ce nouveau régime, mais Kasavubu était d'une patience inlassable. Les missionnaires sont surpris de ses ailes et quelque peu inquiets, mais ils n'osent s'opposer à cette initiative pas trop conforme au programme officiel. On laisse faire, mais l'atmosphère à nouveau devient lourde. Kasavubu se sent surveillé, guetté, épié. Il a en horreur cette hostilité latente.
aussi va-t-il trouver mon Seigneur? C'est la question des salaires qui mit le feu aux poudres. Il s'agit d'un salaire de misère. Il sollicite une augmentation, un refus catégorique de mon Seigneur qui aura ces mots historiques. Et je ne veux pas créer ici de petits présidents. Kasavubu exprime alors la profonde humiliation subie. Je ne veux pas être rangé sur le même plan que de simples moniteurs qui, somme toute, n'ont fait que leur école primaire et 3 années d'école normale. Au père Jacques, qui lui reprochait sa conduite vis-à-vis du prélat, Kasavubu réplique ouvertement. Vous avez ici des plantations, des usines, des champs où vous faites travailler des centaines d'élèves. Comment avez-vous acquis les terrains que vous exploitez? De quelle manière êtes-vous entré en possession de ces terres? De quel droit occupez-vous ces sols? On saisit ici sur le vif l'aboutissement ultime du drame personnel de Kasavubu. Religieux à l'origine, il s'exprime d'abord en termes de revendications sociales et aussitôt après en termes de décolonisation. En effet, envisager la présence missionnaire en termes de droits fonciers, c'est déjà dénoncer un régime d'occupation étrangère. C'est donc venir au cœur de la question coloniale. Pour apprécier toute l'importance de ces faits, il faut se souvenir qu'il se situe en 1941. Il travailla pendant quelques temps à la Société forestière et agricole de Mayumbe, à Grifor, ainsi qu'à la Griyumbe, toutes les deux sociétés installées à Lemba, dans les Mayumbe, dans le bas-fleuve donc. Il postula et obtint une place à l'administration centrale. De 1942 jusqu'à l'indépendance, il travailla à l'administration des finances, remplissant les fonctions d'aide comptable du service des approvisionnements. D'une honnêteté scrupuleuse et doué d'un sens des responsabilités remarquable, il s'acquit la confiance et l'estime de ses chefs. En 1941, il épouse à Kangu Hortense Ngoma Masunda. Vers 1945, l'association des anciens élèves des pères Skirt à Dapes, l'association des anciens élèves des frères Hassaneuf et l'union des anciens élèves des frères marxistes Inelma servaient de points de rencontre principaux et de ralliements aux évolués entre guillemets de Léopoldville. À cette époque, Bolikango, qui avait joué un rôle très actif au sein des associations des anciens élèves, avait pris l'initiative remarquable de fonder un groupe d'études destiné à mener une action unie et concertée en vue d'obtenir l'élimination des pratiques de discrimination raciale et l'amélioration de la condition sociale des Congolais. Ainsi naquit l'Union des intérêts sociaux congolais, l'UNISCO. Ses fondateurs, et notamment Bolikango, se mirent en quête d'éléments des valeurs qui pourraient mettre leur lumière à la disposition du mouvement. C'est dans ce cadre que Kasavubu fut choisi parmi les conférenciers. La première allocution qu'il y fit s'intitulait de manière fort suggestive « Le droit du premier occupant ». Sous les couverts d'un exposé des droits coutumiers, Kasavubu y développait l'idée que le sol du Congo appartenait aux premiers occupants, c'est-à-dire aux Congolais, et qu'il devait par conséquent leur être rendu. Ce discours prophétique et révolutionnaire, d'une audace incroyable, si l'on songe que 10 ans plus tard, la plupart des évolués, entre guillemets, congolais,
hésiter encore à tenir de tels propos fit l'effet d'une bombe. L'administration coloniale réagit assez vivement et les membres de l'UNESCO se hâtèrent de préciser que le discours tenu par Kasavubu ne répondait en rien aux intentions du mouvement. L'affaire n'eut pas d'autre suite, mais Kasavubu comprit alors que le temps n'était pas encore venu où il pourrait se départir de sa réserve et de sa prudence. Ce discours sans lendemain demeure celui d'un précurseur. Alors, notons en passant qu'au grand séminaire des Kabwe, il y avait quelques condisciples de Kasavubu qui étaient bien connus, notamment Malula Albert Joseph, Eugène Moquet, Jacques Massa, Michel Nimi, etc. Et quelques personnalités de l'époque de l'UNESCO aussi, citons Cléophas Kamitatu Massamba, Paul Bolia, Jean-Marie Kititois, le sergent Kokolo, Cyril Adoula, le brigadier en chef Lufungula de la police, Joseph Ngalula, Jean Bolikango, le cardinal Malula, Albert Kalonji. La liste n'est pas exhaustive. Alors, parlons de Kasavubu en tant que premier précurseur de l'indépendance du Congo. On se rend ainsi compte que dès avant son entrée sur la scène politique congolaise, le grand trait de la personnalité de Joseph Kasavubu apparaissent déjà avec netteté. Ses préoccupations sont celles d'un homme d'État, plus que d'un théoricien ou d'un idéologue. Améliorer le sort des populations congolaises, envisager leur situation avec réalisme et non pas vouloir les contraindre de force à adopter quelques systèmes tout abstraits et d'importation étrangère, préserver le caractère propre d'une nationalité congolaise, maintenir intact dans ce qu'il a de bon et de compatible avec les exigences d'une société moderne, le patrimoine ancestral. Kasavubu a compris que le régime colonial comportait des insuffisances et des contradictions qui appelaient sa transformation radicale, sinon sa disparition. De plus en plus, il a conscience de sa propre lucidité, conscience d'être le premier, c'est ce que raconte sa famille. Mais il faut attendre avec patience que l'heure sonne où il pourra agir. Déjà, il n'hésite pas à prendre ses responsabilités chaque fois qu'il estime nécessaire et à écrire au gouverneur général si dans sa commune on manque d'eau potable, à dire poliment son fait à l'Européen qui les tourmente sans raison. Mais il attend.
il épie le moment où il pourra entreprendre une action publique décisive et radicale. Le premier signe du destin exceptionnel de Kasavubu sera son élection à la présidence de l'Abaco le 21 mars 1954. L'Abaco, Association des Bakongo, avait été fondée en 1949 par Edmond Njesan-Landou. Celui-ci s'est proposé de créer un mouvement ethnique et culturel destiné à unifier, conserver et perfectionner la langue Kikongo. Pour ce faire, il avait rédigé une sorte de charte qui présentait le programme de l'association et qui avait été distribué dans les milieux de Léopoldville susceptibles de s'y intéresser. Le but visé était d'affirmer la force, l'unité et la personnalité des populations Bakongo. Plus de 2/3 de la population de Léopoldville sont Bakongo. Les Bakongo n'ont pas un journal qui puisse les intéresser, les instruire en leur propre langue, disaient les textes de la charte. Tous les Bakongo se sentent frères issus d'une même souche Congo-Diantotila, c'est-à-dire le Congo du roi. Mais cependant, depuis l'écroulement du royaume provoqué par les guerres incessantes avec nos voisins, les Yaka, Bayaka, et l'esclavagisme des 3 derniers siècles, nous ne sommes plus unis. Le journal nous servira de trait d'union. Fin de citation. Cette charte ne constituait donc pas l'association elle-même, mais uniquement un projet d'association. Toutefois, ici est de relever le fait que Kasavubu manifestait de la méfiance vis-à-vis de l'Abaco. Cette méfiance tirait sa source du fait que le groupe de Bakongo de Léopoldville qui désirait fonder l'association désignait principalement Edmond Njesan-Landou lui-même et le R.P. Van Wing, jésuite de la mission de Kisantu. Ces derniers, bien qu'ethnologues et linguistes éminents, étaient une personnalité des plus discutées. Congo Diangunga était loin d'être une affaire et non content d'y engloutir les cotisations des membres, le président de la BACO contractait les dettes chez les imprimeurs. Son discrédit ne fit que s'aggraver. Les comités du mouvement décida de renouveler son bureau. L'élection de Kasavubu à la tête de la BACO le 21 mars 1954 pose aujourd'hui encore un problème. Pourquoi Kasavubu a-t-il été choisi? La thèse la plus en vogue auprès des universitaires de Lovanium explique cette élection par des considérations purement claniques. Il y aurait eu au sein de la BACO une divergence de vues entre les Bantandu du groupe de Njesan-Landou sous l'influence des jésuites et celui des Bandibou, groupe auquel appartenaient des membres influents du comité Abaco comme Pierre Canon et Simon Tezo, et qui étaient sous l'influence protestante. Pour éviter que cette divergence ne dégénère en conflit, on aurait fait appel à une personnalité issue d'un troisième groupe, les Bayombe. L'autre explication est que la personnalité de Kasavubu, sa réputation et son caractère ont joué un grand rôle dans son élection. Lui-même attribue son succès à des articles qu'il avait écrits dans le Congo Diangunga et où s'est manifesté à travers des slogans lapidaires son désir d'opérer des réformes et non seulement à l'intérieur de l'Abaco.
La première occupation de Kasavubu fut d'organiser la BACO sur des bases solides. Création d'un comité directeur, d'une section de presse et d'une section d'art et d'agrément. Alors, parlons de ces premiers combats. En fait, depuis un an ou deux, quelque chose avait changé au Congo belge. En 1954, arrivait au pouvoir en Belgique une équipe ministérielle de coalition libérale socialiste destinée à favoriser l'enseignement laïque aux dépens de l'enseignement confessionnel et libre. La nomination de M. Auguste Buisseret au poste de ministre des colonies et sa détermination de porter cette guerre scolaire au Congo avait ouvert soudain les yeux des Congolais sur les divisions et les querelles de leurs colonisateurs, ainsi que sur le parti politique qu'ils pouvaient en tirer. Un second événement fut la publication par le professeur belge H. van Bilsen d'un plan de 30 ans pour l'émancipation de l'Afrique. Ces délais de 30 ans s'est justifié par la constatation que les Belges, n'ayant jusqu'alors rien fait pour préparer le Congo à l'indépendance, il fallait tabler sur l'éducation de toute une génération pour préparer les cadres et former des élites destinées à prendre en main la gestion du pays. Parmi ceux qui estimaient que le professeur Van Bilsen avait tiré les signaux d'alarme et qu'il était plus que temps de réagir, figure en bonne place un petit cercle d'études de Léopoldville groupé autour de l'abbé Joseph Malula et que fréquentaient des personnalités comme Joseph Iléo, Antoine Ngwenza et Joseph Ngalula. Antoine Ngwenza, à ne pas confondre avec Antoine Gizenga. Le cercle disposait d'un petit organe mensuel apparaissant de manière assez irrégulière sous le titre de Conscience africaine et dont le rédacteur en chef était Iléo. Ce dernier avait fait appel à la collaboration de Kasavubu qui avait refusé. Le groupe de Conscience africaine s'était mis à étudier avec passion le plan de 30 ans et Iléo élabora les textes des manifestes dont les aspects juridiques furent mis au point par un des plus éminents juristes de l'Ovanium. Les manifestes parus le 1er juillet 1956, la publication en avait été légèrement accélérée pour prendre de vitesse un congrès extraordinaire du Parti socialiste belge consacré à la question coloniale. Les manifestes constituaient une nouveauté par les problèmes qu'ils posaient et les audaces entre guillemets qu'ils contenaient. Un exemple, un principe est pour nous essentiel. La couleur de la peau ne confère aucun privilège. En dehors de ce principe, l'union est impossible. Fin de citation. Un autre exemple, nous avons le droit de demander aux Européens qui partagent notre vie nationale d'être avant tout des citoyens congolais. Fin de citation. Un autre, cependant, la Belgique ne doit pas voir dans notre désir d'émancipation un sentiment d'hostilité.
Bien au contraire, la Belgique doit être fière que, à l'inverse de presque tout le peuple colonisé, notre désir s'exprime sans haine et sans ressentiment. Quant au but poursuivi, les manifestes reprenaient l'idée de Van Bilsen, à savoir l'émancipation politique dans un délai de 30 ans. De plus, à chaque étape de l'émancipation politique doit correspondre une étape d'émancipation économique, d'émancipation sociale et aussi de progrès dans l'éducation et la culture. Sur le plan de méthode, les manifestes étaient plus qu'ambigus. L'union nationale est nécessaire parce que toute la population du Congo doit prendre avant tout conscience de son caractère national et de son unité. Comment serait-ce possible si le peuple est sollicité par plusieurs partis qui se combattent? Ceci nous amène à prendre position à l'égard de l'introduction au Congo des partis politiques de la Belgique. Notre position est nette, ces partis sont un mal et ils sont inutiles. La BACO donne la réplique à la conscience africaine. Des commissions sont constituées au sein de la BACO pour étudier la teneur du manifeste et la réponse qu'il convient d'y faire. Ainsi, le 23 août, au cours d'une assemblée générale de la BACO, M. Kasavubu attaque le point faible du manifeste. Son refus des partis politiques, sa croyance en une harmonisation et une modification progressive de rapport de colonisé à colonisateur. Les amis de conscience africaine veulent gouverner, mais dédaignent le moyen par lequel on dirige le pays. Or, peut-on remporter une victoire militaire en se passant des armes? La BACO pense que c'est par la voie de la politique qu'on pourrait songer à unir les diverses peuplades congolaises. C'est une pure utopie de voir rallier tous les Congolais à une même opinion. La position de la BACO est nette et elle réclame à corps et à cru le droit politique. Toute liberté, c'est-à-dire la liberté individuelle, c'est une pure utopie de vouloir rallier tout le Congolais à une même opinion. La position de la BACO est nette et elle réclame à corps et à cri les droits politiques, toute liberté, c'est-à-dire la liberté individuelle, des pensées, d'opinion et de presse, la liberté de réunion, d'association et de culte. À propos du plan Van Bilsen, il ajoute, pour nous, nous aspirons non pas à participer à l'élaboration de ces plans, mais à son annulation pure et simple, parce que son application ne ferait que retarder le Congo davantage, comme cela est le cas. Alors, il lance les mots fatidiques, les mots historiques. Puisque l'heure est venue, il faut accorder aujourd'hui même, il hésite un moment, l'indépendance immédiate plutôt que de retarder encore 30 ans. Notre patience a déjà dépassé les bornes.
Ainsi donc, le jeu était fait. Le mot magique avait été prononcé, il était irrévocable. Tout cela se passe le 23 août 1956. On doit souligner cependant que la position politique de Labako et de Kasavubu était beaucoup plus subtile que le texte de son discours peut le donner à penser. Alors qu'il est absolument certain qu'à la réunion du 23 août, Kasavubu a prononcé le mot « indépendance immédiate », le texte officiellement diffusé par Labako ne parlait que de l'émancipation. Il semble qu'en cours de séance, Kasavubu ait cédé à une sollicitation irrésistible de la foule. Par ailleurs, en même temps que le texte du manifeste, les commissions de Labako élaborèrent une pétition adressée aux autorités coloniales et qui était beaucoup plus nuancée encore. Le peuple congolais demande son autonomie sous l'égide directe de l'Organisation des Nations Unies. Il sollicite une aide loyale pour préparer son indépendance. Il doit être mis fin au régime de substitution arbitraire qui a valu au Congo le titre de l'Empire du silence. Ainsi donc, ce que Labako réclamait, c'était devant ses membres l'indépendance immédiate devant l'opinion publique, l'émancipation devant l'administration coloniale, l'autonomie, jeu subtil dont Kasavubu était le maître et qui montre que dès cette époque, il était non pas un ambitieux, avide de pouvoir personnel, mais un négociateur, un politique, un homme qui savait ce qu'il voulait obtenir et qui connaissait la portée et l'utilité exacte des moyens dont il disposait pour l'obtenir le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles. Ce discours fit une impression profonde, mais parfois pénible. Côté européen, il y eut les mécontents, les aigris. Côté congolais, les dépités et les jaloux. Kasavubu et Labako représentent désormais une puissance politique dangereuse, susceptible de mettre fin aux privilèges des uns et de porter ombrage aux ambitions des autres. Dès lors, l'administration coloniale et certains missionnaires qui ne digèrent pas l'échec du manifeste d'Iléo, de même que le Congolais apparemment plus souciés de leurs intérêts immédiats que la grande idée de l'indépendance nationale, comprennent qu'il est de leur intérêt de s'allier contre Kasavubu et de les réduire à l'impuissance à tout prix. Alors, comment ont-ils réussi à le faire? Ils auront recours aux moyens le plus perfide, le plus malhonnête, le plus insidieux, la calomnie. Kasavubu sera accusé d'être xénophobe et, ce qui est encore plus grave, d'être séparatiste, de vouloir l'indépendance pour le Bas-Congo uniquement et non pas pour le Congo tout entier. Les répercussions lointaines de cette dernière calomnie furent politiquement très désastreuses.
Il faut ajouter que la perspective d'élection communale en 1951 n'était pas faite pour apaiser les passions. Kasavubu se défend avec énergie contre ces accusations. En ce qui concerne l'intérieur du pays, notre entente est générale. Mais nous devons former un front unique car il n'y a ni frontière ni barrière entre les Congolais du Haut-Congo et ceux du Bas-Congo. Notre collaboration avec les Européens demeure traditionnelle. Elle est celle de nos ancêtres, pleine d'humanité et de charité. Fin de citation. Ainsi donc, Kasavubu et Labako ont remporté la partie. Ils sortent vainqueurs de la querelle et il est indéniable que le prestige qu'ils en retirent jouera encore un rôle capital et peut-être décisif dans la victoire phénoménale qu'ils remporteront lors des élections communales en 1957. Néanmoins, cette polémique laissera des traces profondes. Les Congolais, comme les Belges, garderont toujours une certaine méfiance à l'égard de la Bako. Ils auront le sentiment que les Bas-Congo ne jouent pas honnêtement le jeu à l'égard de leurs frères issus d'autres groupes et qu'ils désirent plutôt faire cavalier seul. On doit reconnaître d'ailleurs que certaines attitudes ultérieures de la Bako prêteront à équivoque. Il n'empêche que ces attitudes auraient sans doute été jugées avec plus de compréhension si la querelle du haut contre le bas n'avait pas été si vive, si longue et quelquefois si perfide. Kasavubu et Labako étaient vainqueurs certes, mais ils sortaient un peu usés de leur victoire. Les élections ont lieu le 8 décembre 1957. La population vote en masse. 84,7% des Quinois, habitants de Léopoldville, se présentent aux urnes. Pour la Bako, le succès est total, inespéré, inattendu. Elle remporte 133 sièges de conseillers sur 170 à pourvoir, soit 78,2%. Pour Kasavubu, c'est un triomphe. Il paraît difficile de l'attribuer exclusivement à la supériorité numérique des Bas-Congo à Léopoldville, jointe à l'adoption dans les circonscriptions d'un système uninominal. Cette supériorité n'avait aucune mesure avec l'ampleur du succès obtenu. Il fut admettre au minimum que la Bako donnait la preuve d'une organisation incomparablement plus efficace que tous les autres groupements existants à Léopoldville. Et il paraît difficile de penser que le Congolais de Léopoldville n'avait deviné la portée réelle du grand combat que menait depuis 18 ans, disons, pour eux, Kasavubu. Bourgmestre, Kasavubu comprend immédiatement qu'il peut tirer de l'élection massive et populaire qu'il a portée au pouvoir une force beaucoup plus considérable que celle qui découle des fonctions qu'il occupe. À l'Assemblée générale de la Bako du 2 mars, Kasavubu précise ses positions et accentue ses audaces. La démocratie n'est pas le privilège des citadins, mais du peuple. Voilà la Belgique au pied du mur.
puisqu'elle a tenté au Congo une expérience démocratique, et puisque cette expérience a porté au pouvoir les Congolais qui réclamaient l'indépendance immédiate, il importe qu'elle en tire les conséquences et envisage une expérience démocratique à l'échelon national. Le 20 avril 1958, à l'occasion de son installation officielle comme bourgmestre d'Endal, il prononce devant les autorités coloniales un discours sur le suffrage universel et l'autonomie interne. Ce discours lui valut une sanction de la part de l'administration. Kasavubu se voit infliger la peine de l'avertissement prévu par l'ordonnance du 22 octobre 1951. Aussitôt, les bourgmestres africains protestent encore contre cette mesure d'intimidation. De son côté, le conseil communal de Dendal envoie au gouverneur une mise au point juridique. Quant à la Bako, elle parle de la profonde indignation de la population noire. La Belgique découvre avec stupeur, mais sans rien perdre de son assurance ni de sa bonne conscience, qu'il existe au Congo quelques personnes qui semblent ne pas satisfaire la Pax Belgica et qui ne s'estiment pas heureux de vivre dans l'empire colonial le plus riche, le plus paisible et le plus glorieux de l'univers. Durant le dernier mois de cette année, tandis que le Congolais s'éveille peu à peu à la conscience politique, la Belgique s'efforce de revoir sa politique coloniale tout en se refusant à entamer le dialogue avec Kasavubu. Celui-ci se consacre au renforcement et à l'extension de son parti et s'emploie à contenir le mécontentement qui grandit parmi ses membres. Dernier mois de 1958, période informe, insaisissable et complexe, tout en tâtonnement, en velléité et en tentative. À Léopoldville, en dehors de la Bako, deux groupements politiques s'imposent par leur importance. L'interfédéral et surtout le mouvement national congolais, le MNC. L'interfédéral était né au lendemain des élections de décembre 1957, en réaction contre le triomphe de la Bako. Elle groupait notamment les 8 principales fédérations ethniques dites du Haut-Congo. Celles-ci comprenaient en fait l'ensemble de la population de Léopoldville qui n'était pas du bas, soit environ la moitié de la population totale. Pur mouvement de réaction, l'interfédéral n'avait ni organisation éprouvée, chaque président de fédération assumait à tour de rôle la présidence, ce qui n'allait jamais sans friction, ni programme politique en dehors d'une certaine prétention à la sagesse et à la modération. Jean Bolikango en avait été le fondateur et le premier président. L'histoire du mouvement national congolais est beaucoup plus curieuse. Un premier groupement politique d'Iléo et avec l'équipe de conscience africaine peu après l'apparition du manifeste, mais cette tentative n'avait pas eu de lendemain et les mouvements étaient mornés. Plus tard, en dépit de vœux formulés par les 10 manifestes, le grand parti politique belge, les social-chrétiens, les libéraux et les socialistes avaient tenté, sans le moindre scrupule, de former des filiales au Congo et d'y placer des Congolais qui seraient leurs hommes. À Léopoldville,
le Parti socialiste et plus particulièrement le Parti social-chrétien avaient été très actifs. Le premier agissait surtout par l'intermédiaire d'un syndicat, le bureau de la Fédération générale des travailleurs, FGTB, dont la personnalité la plus marquante était Cyril Adoula. Les seconds ne songeaient à rien moins qu'à la création au Congo d'un parti démocrate chrétien. Les nouveaux groupes qui n'avaient ni organisation ni nom propre comprenaient des personnalités patronnées entre guillemets par les partis socialistes comme Cyril Adoula et d'autres chapeautés par les partis catholiques comme Iléo et Ngalula. Leur volonté de se dégager de la tutelle de leur protecteur, entre guillemets, et de s'unir était telle qu'ils décidèrent de poulain, entre guillemets, congolais du Parti libéral pour assurer, en fonction des partis belges, l'équilibre politique du nouveau mouvement. À ce stade, il faudrait voir quelle a été la situation en Belgique. On sait que les élections d'avril 1958 avaient donné au Parti social chrétien la majorité absolue au Sénat, mais non à la Chambre. Le Premier ministre Gaston Eykens, à la recherche d'une collaboration avec les socialistes que ceux-ci lui refusent, se résout à constituer un gouvernement minoritaire devant la Chambre. Il commence par assumer lui-même l'intérim du ministère des colonies. Sous l'influence personnelle du roi Baudouin, l'idée à peu près s'impose qu'il faut libérer la question congolaise des querelles partisanes belges et mettre en place un ministre technicien. M. Pétillon devient donc ministre. Sa première initiative est de transformer les départements des colonies en ministères du Congo et du Rwanda-Urundi. Mais sur un point bien plus important, il commettra une erreur véritablement fatale en refusant de faire dans l'immédiat une déclaration sur le Congo. Il annonce la création d'un groupe de travail chargé d'étudier les réformes politiques qui s'imposent au Congo. Le groupe de travail visite le Congo du 20 octobre au 14 novembre 1958. Mais quand il rentrera en Belgique, c'est à un nouveau ministre qu'il devra remettre son rapport, Maurice Van Hemmelrich. C'est un homme qui est décidé à aller de l'avant. Mais il est malheureusement lié par la procédure instaurée par son prédécesseur. Dès que M. Desriver
lui annonce au nom du groupe de travail que le groupe lui présentera son rapport vers la Noël. Le ministre annonce une déclaration gouvernementale pour le 13 janvier 1959. La section Abaco de la commune de Calamo annonce une réunion dans les locaux des YMCA pour le dimanche 4 janvier 1959 à 14 heures. Cette réunion fait suite au meeting tenu une semaine avant par les délégués de la conférence panafricaine d'Accra pour laquelle Joseph Kasavubu n'avait pu obtenir un visa. Il faudrait noter le nouveau concept apparu lors de ces assises, à savoir le panafricanisme. L'on se demande alors, quelle sera l'attitude de Kasavubu? Le président de l'Abaco, entouré des principaux leaders du parti, il y a gros à parier que le président de l'Abaco choisira cette occasion pour exprimer publiquement son point de vue à une semaine de la déclaration gouvernementale annoncée par le ministre Van Hemmelrich pour le 13 janvier, comme nous l'avons dit. L'administration coloniale redoute les conséquences d'une surenchère politique aussi prévisible. Aussi, l'autorité interdit-elle la tenue de cette réunion. À cette date, c'est dit, Kasavubu, peu avant 15 heures, se rend à la place YMCA. Il prononce une petite allocution pour calmer la population qui s'y agglutinée en dépit de l'interdiction. La foule surexcitée comprend à peine ce qu'il dit, Kasavubu pénétrant à YMCA. La réunion sectionnaire d'aujourd'hui est reportée au 18 janvier 1959. Vous avez tout le grand désir d'attendre l'essor de votre destinée. Vous avez demandé l'indépendance. Le gouvernement belge nous fera sa déclaration le 13 courant. Ayez confiance. Les représentants étudieront la réponse du gouvernement belge. Partez et ayez foi en votre demande. À peine le président de l'Abaco a-t-il regagné sa demeure que la bagarre éclate. Échauffourée entre policiers et manifestants, le sang coule, les incidents tournent à l'émeute générale. Après l'intervention de la force publique, le bilan se solde pour cette seule journée par des dizaines de morts et de blessés. Arrestation de Kasavubu. Donc pour les Européens, il n'y a aucun doute, le responsable de l'émeute ne peut être que Kasavubu, l'homme qui hait les Blancs, les xénophobes, celui qui excite le peuple contre l'autorité, l'ambitieux, le prétentieux. Les autorités judiciaires cèdent elles aussi au courant de l'opinion générale. Quant à l'administration, elle trouve enfin l'occasion de prendre sa revanche. Dès le 5 janvier, sous prétexte de l'abstention de Kasavubu devant les désordres survenus dans sa commune, il est révoqué de ses fonctions de bourgmestre et le parquet lance à sa charge un mandat d'amener. Mais Kasavubu n'est pas chez lui, il est introuvable. En attendant, on arrête les principaux leaders de l'Abaco, tandis que d'autres se réfugient à Brazzaville pour y constituer un comité de défense. Après quelques jours, Kasavubu vient se présenter lui-même aux autorités. Il est arrêté à son tour et emprisonné. Il a été démontré, depuis que ces arrestations ont constitué une erreur, non seulement sur le plan politique, mais également sur le plan judiciaire. Le ministre Van Hemmelrich s'en rend compte
et devant la mauvaise volonté de l'administration coloniale, vient lui-même à Léopoldville libérer Kasavubu. En Belgique, les événements du 4 janvier 1959 provoquent une sorte de fondrement. Du coup, c'est tout le Congo Dream, le grand rêve belge d'une colonie modèle et harmonieuse qui s'écroule brusquement. L'opinion publique s'inquiète puisque la colonisation parfaite n'est plus possible. Une décolonisation parfaite n'est-elle pas à envisager? En tout cas, plus de meurtres, plus de répression, plus de sang, estime en gros le peuple belge. Finalement, le Parlement belge décide l'envoi au Congo d'une commission parlementaire d'enquête qui débarque à Léopoldville le 14 janvier. Le 13 se situe un événement d'une autre importance, la déclaration gouvernementale. Les ministres du Congo se décident à adopter toutes les conclusions du groupe de travail, sauf sur un point d'une portée psychologique considérable, la promesse explicite de la Belgique d'acheminer le Congo vers l'indépendance. Le rapport ne contient pas le mot indépendance, tout en organisant la chose. Devant l'instance des intellectuels congolais qui tiennent à voir figurer dans ces rapports le mot indépendance, la déclaration gouvernementale est finalement précédée d'un message royal dont les passages significatifs peuvent se présenter comme suit. Notre résolution est aujourd'hui de conduire sans atermoiement funeste, mais aussi sans précipitation inconsidérée les Congolais, les populations congolaises en l'indépendance, dans la prospérité et la paix. Dans un monde civilisé, l'indépendance est un statut qui réunit et garantit la liberté, l'ordre et le progrès. Elle ne se conçoit que moyennant des institutions solides et bien équilibrées, des cadres administratifs expérimentés, une organisation sociale, économique, financière bien assise aux mains de techniciens éprouvés, une formation intellectuelle et morale de la population sans laquelle un régime démocratique n'est que dérision, duperie et tyrannie. Alors, nous vous donnons la liste de personnalités de la BACO qui ont été arrêtées ce jour-là. Il s'agit de Batikama, Raphaël, Bikebi, Raymond, Kasavubu, Joseph, Kouyena, Esaïe, Makengo, Antoine, Madoudou, Philémon, Vital, Mwanda, Ndombele, Albert, Dinganga, Isaac, Kingotolo, Antoine, Kanza Daniel, Langa Boniface,
Ndinga Dominique, Ndjeza Landou Edmond, Ndjeza Simon, Ntete Jean-Baptiste, Massamba Alphonse, Makungu François, Sikou Joseph, Louyeye Philibert, Nkanga Simon, Magonda Alphonse, Ngumba Paul, Doyeyo, Pouloulou François, Diomi Gaston et Pinzi Arthur. « 30 juin 1960, le jour même de la proclamation de l'indépendance, l'équivoque de la politique belge de décolonisation et la volonté du gouvernement congolais de ne souffrir en rien que le paternalisme belge survive encore de quelque manière font éclater à la face du monde un désaccord profond entre les deux pays. Le 30 juin a lieu, au Palais de la Nation, la proclamation solennelle de l'indépendance. Le roi des Belges déclare que son pays est heureux d'avoir donné au Congo, malgré les plus grandes difficultés, les éléments indispensables à l'armature d'un pays en marche vers la voie du développement. Conclusion de ces panégyriques: c'est à vous qu'il appartient maintenant de démontrer que nous avons raison de vous faire confiance. Ne compromettez pas l'avenir par des réformes hâtives. N'ayez crainte de vous tourner vers nous. Dans son monde de circonstances, le président Kasavubu appelle une nouvelle fois les Congolais à s'unir dans une communauté d'efforts, de peine et de travail. Au mois de juillet, le Congo traverse une crise grave qui s'accompagne d'une menace d'intervention étrangère. En compagnie de son Premier ministre, le président s'efforce partout d'apaiser les esprits, tout en apportant son appui aux mesures prises par le gouvernement en vue de sauvegarder l'indépendance nationale. Le 5 septembre 1960, devant l'aggravation de la situation, la menace d'une guerre civile et les massacres des populations innocentes, le président Kasavubu décide de faire usage de son droit constitutionnel de révoquer les membres du gouvernement. Le fait que le chef du gouvernement, Lumumba, se rebelle contre cette décision engendre un conflit particulièrement pénible. Durant la période sombre qui suivit, le président Kasavubu s'efforça avec une inlassable patience de rétablir au Congo l'union des esprits et des cœurs. Au cours de la conférence politique qui se tiennent successivement à Tananarive et à Kokilatville, il parvient à sauvegarder l'intégrité du Congo et à restaurer progressivement l'unité du Congo.
Alors, parlons des participants à la table ronde politique belgo-congolaise de 1960. Du côté congolais, il y a eu plusieurs représentants. D'abord, le cartel Abaco, MNCK, PSA, FGC, Abazi, PP, Parti du Peuple. Du côté Abaco, effectif, Edmond Djezanandou, Joseph Kassavubu, Daniel Kanza. Suppléants, Philibert Louyeye, Simon Djeza, Emmanuel Kini et Joseph Yumbo. Côté MNC, Kalonji, effectif, Albert Kalonji, Joseph Iléo, Pengandou et Cyril Adoula. Suppléants, Joseph Ngalula, Mwamba, Pierre Misakabou. Côté PSA, Parti solidaire africain, effectif, Cléophas Kamitatou, Sylvain Kama, Joseph Matiti, suppléant, Valentin Lubuma, Christian Mafuta. Côté Parti du Peuple, PP, effectif, Alphonse Ngouvoulou, suppléant, Antoine Mandungu. Côté FGC, effectif, Henri Kassungo, sans suppléant. Côté Abazi, Alliance des Bayanzi, effectif, Gaston Midou, suppléant, Wencelas Mbouemi. Côté PNP, deuxième cartel donc, PNP, Parti national du progrès, effectif, Jérôme Anani, Jean-Marie Kititoua, Alphonse Ilunga, Albert Delvaux, Antoine Lopez, André Aneko Nzapa, André-Marie Edine Ndali, Paul Bolia, Fernand Essanja, Léopold Likinda et Sylvestre Moudingaï. Suppléants, Dominique Mubanga, Joseph Kulumba, Michel Atoka, Ignace Kanka, Pierre Mombele, Gilbert Mpongo, Romain Telou, Victor Kandé, Jean Ekwe. Côté Serea, effectif Anissé Kashamura, remplacé avant la fin de la conférence par le président Jean Chrysostome Werengemere. Le suppléant était Marcel Bissoukiro Tabaro. MNC Tendance Lumumba, effectif Patrice Lumumba, Joseph Kassongo, Jean Yumbu, suppléant Sébastien Ikolo, Jean Fénan, Bruno Bukasa. Konakat, effectif Moïse Tsombe Kapenda, Jean-Baptiste Kibwe, suppléant Charles Moutaka, Dilomba, Prosper Muyumba. À Soreko, effectif Jean Bolikango, suppléant Armand Bobanga. ARP, Alliance Rurale Progressiste, effectif Gervais Bahizi et Iber Sangara. Baloubakat, effectif Jason Sendwe, suppléant Rémi Mwamba. Union Congolaise, effectif Gabriel Kitenge, suppléant Joseph Chango. Le chef coutumier du Congo n'était pas en reste. Alors, parlons maintenant des délégués des partis congolais à la table ronde économique et financière. Il y avait le cartel Belengui, qui était représenté par Ngouvoulou, Kassongo, Ngwete, du MNC Kalonji, et Kassongo représentait les FGC 4. Les PNP, de ce côté-là, il y avait Ansa Louis de l'Équateur, Kongolo du Kasaï, Barico, Laurent, Lopez Antoine, c'est les gens
Lumbala Jacques du Kassai. Les MNC Lumumba étaient représentés par Cardozo, Mario, Mobutu, Joseph, Kiwewa, Antoine, MNC, Moussampa, Raphaël. Le Konakat était représenté par Tchombe Moïse. Asoreko était représenté par Bobanga, Armand. L'Alliance rurale progressiste était représentée par Baïzi Gervais, Hassani Hilaire. Et les Baloubakat étaient représentés par Jason Sendwe, Ilunga. Et l'Union congolaise était représentée par Senga, Raphaël, Kaloumé et Joseph. Il y a eu plusieurs chefs coutumiers aussi. Nous n'allons pas donner tous leurs noms ici, mais il y a eu aussi une commission pour les problèmes monétaires et finances publiques. Et de ce côté-là, il y a eu Ngwete, Martin, Bariko Laurent, Jean Congolo, Kiwewa, Mwamba Martin, Armand Bobanga, Hassani Hilaire, Jason Sendwe, Joseph Kaloumé, Ikoko et Jeune, et Augustin Koyi. La Commission de développement économique et social et de coopération y ont pris part Louis Nsa, Antoine Lopez, Jacques Lumbala, Mobutu Joseph, donc Mobutu CCC Kokukungwendu Wazabanga, Raphaël Moussampa, Konakat Tchombe, Moïse Tchombe, Senga Raphaël pour l'Union congolaise et plusieurs chefs coutumiers. Voilà. Le 30 juin 1960, donc, le président prêta serment. Après, il y a eu une série de conférences, une série de tables rondes où les leaders congolais ont eu l'occasion de se réconcilier. Et parlons maintenant de la mort de Kassavo. La mort d'un symbole. La mort du premier de la lignée des présidents congolais est intervenue à Boma, au Bazaïr. En résidence surveillée, Joseph Kasavubu est mort comme il a vécu, silencieusement. Cet homme, dont l'existence aura été féconde, n'a parlé que quelques fois dans sa vie. Ce fut toujours à bon escient pour annoncer la fin d'une période de l'histoire de son pays et l'ouverture d'une autre, pour mettre en garde
contre l'aventurisme politique pour concilier et pour servir. Quand il quitta les pouvoirs, un autre parla, il écouta, entendit, il se retira dans son village et depuis il s'est tu. Dès l'annonce de son décès, le président Mobutu ordonna des funérailles nationales. Le palais de la nation ouvrit ses portes à la dépouille mortelle du leader de la Bako. Dans son message de condoléances, le président qualifia l'homme ayant joué un rôle déterminant dans l'indépendance du Congo. Et dans le message qu'il envoya à la grande famille de Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu parla d'une vieille amitié qui les avait unis. Lorsqu'il mit fin à son mandat, il décréta qu'il serait sénateur à vie et porterait le titre de président honoraire de la République du Congo. C'était, dans la douleur des siens, le visage d'un homme qui est mort en paix après avoir fait ce qu'il avait à faire sur cette terre. Il n'y a rien de plus émouvant que le revoir muet de milliers de personnes présentes au bord de la piste rouge de l'aérodrome de Boma, lorsque le petit avion qui transportait les cercueils drapés dans les couleurs nationales s'arracha du sol, ces milliers de mains qui s'étendirent étaient celles d'hommes et de femmes qui attendaient qu'ils reviennent de Kinshasa après l'hommage officiel du pays, afin qu'ils puissent le mettre dans sa terre natale, à Singini, près de Tchela, à 90 km de Boma. Sa dernière volonté, si je meurs, je veux commenter dans mon village, disait-il. C'était là le désir d'un homme simple, la mort du premier de la lignée de présidents. C'est pour cela, sans doute, qu'en honorant, comme ils l'ont toujours fait, les Congolais ont transmis aux nouvelles générations ces messages. Les morts sont, pour un État comme pour une famille, aussi importants que les vivants. Vive l'âme de Joseph Kasavubu, premier président du Congo. Rappelons que le président Joseph Kasavubu est décédé le 24 mars 1969 à Boma. Cela fait donc 40 ans depuis qu'il est décédé. Son âme est toujours présente dans nos esprits. Et comme il disait lui-même, j'ai été le promoteur, le bon Dieu m'a donné une inspiration, je dois la réaliser. Ensuite, ce sera fini, je n'ai qu'une ambition, celle de donner au pays un bon départ. Ensuite, le pays fera ce qu'il voudra. Les jeunes prendront la direction. S'il le faut, je me retirerai. Peut-être une révolution donnera-t-elle une orientation meilleure. Serait-elle vraiment meilleure pour le Congo? Fin de citation, parole de Kasavubu au cœur du drame congolais. Au revoir et merci de nous avoir suivis. C'était à la présentation Sylvestre Mbaba.